Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, mais pas que, et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et que qui dit fête de fin d'année dit aussi pas mal de choses au niveau du baseball professionnel, au niveau du baseball universitaire. On sait qu'en ce moment c'est la off-season, mais il se passe pas mal de choses en termes de signatures en MLB par exemple. Il y a toujours des transferts, des nouvelles de transferts qui arrivent au niveau du college baseball. Et puis il y a aussi bien sûr forcément l'approche, l'arrivée qui arrive, enfin je sais pas comment le dire en français mais vous m'avez compris, l'arrivée imminente, voilà j'ai trouvé le mot, de la saison, parce que je le rappelle, la saison commence en général mi-février, donc on n'est plus si loin que ça du début de la saison en termes de college baseball, en tout cas de NCAA. On va faire une sorte d'épisode un peu récap, ou un peu free flow. On va parler un peu de tout et de rien, récap un peu de la saison 2025, ce qu'on peut attendre pour la saison 2026, peut-être un thème en particulier, et on va s'arrêter là pour l'année 2025 en termes de Warzone tout court. Avant de commencer donc on va dire ce dernier épisode de la saison, ou de l'année 2025, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera, vous me retrouvez sur vos réseaux sociaux habituels. Je pense qu'on peut y aller sans plus tarder, j'ai fait une longue intro. Allez, c'est parti. Alors, quand on regarde un peu dans le rétroviseur de cette saison 2025, il y a pas mal de choses déjà qu'on peut observer. On a vu en fait quelque part la fin de plusieurs ères en termes de programmes universitaires, notamment un espèce d'effet domino qu'on a pu voir à partir du départ du coach de UVA, Brian O'Connor, qui est parti donc du coup du côté de Mississippi State après une saison du côté de UVA qui a été plutôt compliquée, on le rappelle, une des équipes surprises à ne pas pouvoir faire partie des 64 élus pour le tournoi national. Bien, cet effet domino a amené par exemple un Chris Pollard à le remplacer de côté de UVA, et donc Duke à devoir de son côté aussi trouver un nouveau coach. Bien sûr, dans tout ce qui est coaching, mouvement de coach, etc., on a vu le tremblement de terre, cette transition collège MLB avec bien sûr Tony Vitello ou Tony Vitello. Vous le prononcez en fonction de la région dont vous êtes, j'ai envie de dire. Mais tout ça pour dire que voilà, on a vu une saison 2025 qui a amené du changement au niveau de la relation déjà que peuvent avoir les gens vis-à-vis du collège baseball, du baseball universitaire, et notamment de la NCAA, de cette branche la plus élite du baseball amateur, et le monde professionnel. On a vu donc des ponts beaucoup plus directs avec cette annonce du départ de Tony Vitello du côté des Giants. On a vu encore une fois ce mouvement de coach. On a vu pas mal de choses en termes de fin potentielle d'ère, que ce soit en termes de joueurs, en termes d'entraîneurs, en termes de programme original, je le répète encore une fois. Et on avait quand même pas mal d'anticipation. On avait des choses qui arrivaient, des nouveautés qui arrivaient, des curiosités. L'une de ces curiosités, bien sûr, c'est Rintaro Sasaki. On ne va pas en reparler 1000 fois, mais ça fait partie de ce bilan 2025, l'arrivée du prodige lycéen japonais qui a fait un peu cas d'école en termes de ce qu'on peut faire quand on vient du Japon et qu'on ne veut pas suivre les sentiers battus en termes de potentiel arrivée en MLB. Ça s'est passé de manière plutôt moyenne bonne, mais pas non plus incroyable pour lui cette saison, et donc 2026 va être un peu la saison où le plus de choses vont devoir être mises en place de son côté pour pouvoir rassurer les scouts, montrer qu'il est vraiment capable de s'adapter, bien sûr, au circuit américain, déjà amateur avant, pourquoi pas dans la MLB. 2025 aussi, ça a été pour beaucoup de programmes, on va dire, des régressions. Pas mal de programmes ont vu leur saison 2025 après la saison 2024 aboutie beaucoup plus compliquée. On a vu par exemple une équipe comme South Carolina en SEC qui pour le coup a continué sa pente descendante malgré le fait qu'elle pouvait normalement capitaliser sur Ethan Petrie. Mais surtout pour finir ce
cette petite intro, ce petit préambule sur ce coup dans le rétro, entre guillemets. Euh, Ce qu'on a vu, c'est aussi la montée de l'audience, la montée on va dire voilà, de cette visibilité, de cette vision et visibilité que peuvent avoir les Américains sur le college baseball. Je le rappelle, même quand moi j'ai commencé à le suivre, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais ça fait déjà presque 6 ans. Ça fait plus de 6 ans a priori d'ailleurs, ça fait presque 7 ans plutôt. Euh, C'était vraiment un sport intermédiaire, un sport dont on ne parlait pas tant que ça, hein. Par exemple, à titre de comparaison, je le disais et je le dis souvent, c'est que le softball a presque plus de moments clés, de moments où il y a une sorte d'émulation, ou d'émulation, pardon, euh, au niveau du public, alors que le baseball manquait un peu de ça. Notamment quand j'ai commencé à regarder en 2019, c'était pas encore ça du tout. Alors que là, en 2025, on a vu des records battus en termes d'affluence des spectateurs déjà dans les stades. Au niveau des téléspectateurs aussi, ça s'est très très bien passé. Et donc ce deal un peu de Disney, de ESPN vis-à-vis des sports universitaires, même un peu plus mineurs, entre guillemets, ou intermédiaires, comme le college baseball, semble avoir fait du bien pour justement ce sport, pour le développement de ce sport, pour la médiatisation de ce sport. Et bien sûr, cette médiatisation a été d'autant plus impressionnante avec des saisons historiques. On peut se rappeler de la saison 2023 notamment avec l'arrivée de pas mal de stars à maturité, Paul Skeens, Dylan Cruz, etc. etc. Wyatt Langford, etc. Bref, la saison dernière, ça n'a pas manqué. On a vu encore des gros joueurs être draftés. Je pense notamment à des gros pitchers, bien sûr. On peut penser à Jamie Arnold, on peut penser à Taylor Bremner, à Liam Doyle, Kyle Anderson qui a fait surtout une deuxième partie de saison assez incroyable. Si on quitte un peu le niveau pitcher en termes de joueurs en général, on a eu quand même des gros joueurs aussi qui sont partis, encore une fois. Eva Arquette, qui nous venait d'Oregon State bien sûr, Gavin Killen qui avait fait un très gros début de saison de côté de Tennessee avant d'être un peu gêné par les blessures. Bref, on a vu encore une fois un gros batch de stars nous quitter. Alors c'est peut-être pas la cuvée de stars la plus chargée à nous quitter d'un coup. Encore une fois, 2023 c'était une saison assez riche en gros prospects qui a quitté d'un coup la NCAA. Mais tout ça pour dire que voilà, comme chaque saison, il y a une sorte de entre guillemets de récolte, je trouve pas un meilleur mot, et du coup il faut de nouveau remplir un peu la case universitaire par des gros talents. Ces gros talents nous viennent du lycée, et comme je le disais un peu, c'est que même si on a toujours beaucoup de joueurs lycéens à être draftés, on voit quand même des joueurs qui se disent pourquoi pas aller faire leur gamme, alors qu'ils peuvent être draftés même haut dès leurs années lycée, pourquoi pas faire leur gamme en termes de collège baseball, aller chez des coachs qui sont maintenant reconnus, référencés même dans le milieu professionnel, et surtout gagner pourquoi pas encore plus d'exposition grâce à cette audience accrue. Alors, cette audience accrue, oui, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Par contre, on a toujours des choses un peu à plusieurs vitesses, puisque ça reste toujours compliqué de pouvoir suivre le college baseball pour la Big Ten. Je le disais encore une fois pendant la saison, mais la Big Ten, c'est l'une de ces conférences qui, pour moi, en termes de college baseball, est un peu en retard. Alors, c'est vrai que historiquement, ils ont eu des gros programmes, mais géographiquement, on sait que c'est la conférence qui souffre le plus voilà, du calendrier baseball sur la première partie de saison, puisqu'il fait souvent plus frais, voire plus froid dans ces régions-là, du nord, nord-est, etc., etc., avant l'arrivée du printemps et même du début d'été. Pour autant, c'est quand même dommage qu'en 2025-2026, le seul moyen de voir de manière régulière de la Big Ten, des matchs de Big Ten Conference tranquillement, c'est d'avoir un abonnement comme Big Ten Plus. C'est vraiment l'abonnement le plus caché des plus cachés des abonnements, entre guillemets, si on veut résumer. Ce qui est quand même dommage pour un tel programme, enfin pour une telle conférence. En tout cas, cette saison 2025 a amené quand même beaucoup de choses. On a vu aussi une augmentation, entre guillemets, on va dire des émoluments, des gains, bien sûr, prioritairement grâce aux droits télé. On a vu aussi que la NIL et ce genre de choses mettaient le bout de leur nez en termes de college baseball.
Et tout ça, on a l'impression que ça a rentré en corrélation avec de plus en plus d'équipes qui tentent au niveau athlétique de pouvoir passer d'un échelon. On a vu par exemple en 2025 l'arrivée notamment de deux facs, hein, si je me rappelle bien, de la D2 vers la D1. Mercyhurst qui joue en NEC, donc c'est Northeastern Conference. Comment on dit ça, l'autre c'est West Georgia. West Georgia, ils étaient du côté de la ASUN pour cette première saison. Alors ce sont des équipes comme voilà, elles ont fait la transition d'une division vers l'autre qui ne pouvaient pas être éligibles pour le tournoi national, mais en tout cas ça démontre cette montée en puissance, cette envie de pouvoir être parmi l'élite de l'élite en termes de programme universitaire au niveau du baseball. On a vu aussi beaucoup de remue-ménage, on était au courant, j'en avais parlé beaucoup en amont, c'était les réalignements de conférences. Je le rappelle qu'on a eu quand même une sorte de record entre la saison 2024 et la saison 2025. Arizona State, Utah qui sont partis donc de la Pac-12 qui a disparu, en tout cas temporairement elle va revenir mais qui a disparu pour aller en Big 12. Cal et Stanford, eux aussi ex-Pac-12 qui sont allés en ACC. Oklahoma et Texas, ça c'était le gros mouvement dont on parlait depuis déjà quelques années. Ça y est, c'était acté, ils sont arrivés en SEC. Oregon, UCLA, USC, Washington ont eux rejoint la Big Ten. Big Ten qui s'est donc d'un coup renforcée et qui faisait figure d'épouvantail. Dans les facs un peu moins connus, un peu plus mid-majors, on a vu du Kansas State qui est allé en CUSA quand même, Merrimack et Sacred Heart qui sont allés du côté de la MAAC avec 2A, la Metro Atlantic Athletic Conference, etc. Je vais pas envie de vous donner tous les mouvements, mais c'est juste pour vous dire que voilà, on a vu quand même beaucoup de choses. Ça a aussi eu un impact certain sur des programmes historiques, des programmes, on va dire, successful, comme Oregon State qui a décidé de rester par exemple indépendant sur cette saison et qui a donc dû se battre en créant un calendrier quand même assez chargé pour pouvoir être visible au niveau du comité et pouvoir être éligible pour le tournoi, et ça s'est plutôt bien passé puisqu'on les a d'ailleurs trouvés aller jusqu'au College World Series. Tout ça pour dire qu'en tout cas, ça a été encore une saison très intéressante, peut-être un peu en deçà de ce qu'on a pu voir en 2023 et 2024, qui pour moi étaient des pics pour l'instant. On verra bien ce que 2026 nous réserve. Mais par contre, encore une fois, en termes de suivi, ça a été beaucoup plus agréable à suivre que lorsque j'ai commencé à suivre, donc, comme je disais en 2019. Bon, en 2020, il n'y a eu que quelques matchs avant le Covid, mais 2021 aussi, qui était une très belle saison. Je ne pouvais pas la suivre aussi bien que par exemple de nos jours. Et pourtant, ça ne fait que 3-4 ans, je veux dire, c'est pas comme si c'était il y a des décennies, quoi. Donc c'est pour dire qu'il y a une évolution, non pas exponentielle, mais en tout cas très importante et très intéressante à une bonne vélocité. En termes d'équipe, on a eu des équipes comme Texas A&M qui ont porté une sorte de croix tout au long de la saison. Ça a été très compliqué. Je le rappelle que Jim Schlossnagle, après avoir perdu la finale 2024, est donc parti du côté de Texas. C'était donc une saison entre guillemets de transition, malgré le fait qu'ils avaient toujours une superstar en la personne de JC Laviolette. Ça s'est pas très bien passé au final, malheureusement pour eux, ça a été une des déceptions de la saison, tout comme UVA, j'en ai parlé auparavant. On a eu d'autres équipes qu'on n'attendait peut-être pas à pareille fête et qui ont montré de très bonnes choses. Et on a des équipes qui, même si on les attend parmi les favorites chaque saison, ont quand même surpris dans le sens où, par exemple, je pense directement au champion, LSU. LSU, voilà, c'était pas l'équipe la plus talentueuse, c'était pas le LSU par exemple de 2023 qui marche sur tout le monde. C'était même pas le LSU de la saison dernière qui avait toujours encore des stars, notamment des Tommy White, ce genre de joueurs. Là, c'était un LSU qui, d'ailleurs, a un pitching de qualité et assez profond, et surtout une homogénéité dans le line-up, c'est-à-dire pas de grosses stars, il y avait quand même des joueurs qui avaient été champions, je pense à des Jared Jones et tout ça, mais ils ont réussi à faire corps et à trouver le momentum dont ils avaient besoin pour pouvoir aller au bout lors de ces College World Series. On a vu aussi bien sûr Coastal Carolina qui, presque 10 ans après leur premier et seul titre, l'un des plus beaux titres des dernières années en termes de college baseball, est allé jusqu'en finale encore une fois, et jusqu'à perdre la finale, ils étaient sur un stretch incroyable. Je pense qu'ils étaient sur 23 victoires d'affilée, quelque chose comme ça, ils étaient juste imprenables. Ça s'est mal fini pour eux, c'était un peu la Cendrillon entre guillemets de cette édition du tournoi national.
Mais voilà, on a eu de belles surprises en général. Et puis si on veut finir un peu cette petite rétrospective, j'ai envie de parler de quelques joueurs qui ont été intéressants. Je pense notamment au Golden Spikes bien sûr, même si le Golden Spikes a été intéressant cette saison parce qu'il n'y avait pas un clair favori. Il y avait plusieurs favoris et d'ailleurs ils se sont tous un peu, comment on peut dire ça, partagé les trophées. Je pense notamment bien sûr au Golden Spikes, donc c'est Wei-Iwa Aloy qui a donc été ensuite drafté, le shortstop d'Arkansas. On a eu du côté du Dick Howser Trophy Alex Lodis, donc du côté de Florida State. Et puis le Baseball America College Player of the Year, c'était Rock Cholowski, le joueur de UCLA dont j'ai pas mal parlé parce qu'il a été très 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 intéressant sur son année sophomore. Vraiment un des go-to guys très excitants à regarder sur la saison. Et donc ces trois joueurs auraient très bien pu remporter les différents trophées dans n'importe quel ordre autre que l'ordre dans lequel ils ont remporté les trophées qu'ils ont remportés. Et c'est pour ça que c'était plutôt homogène. En termes de catcher, on a eu quand même des joueurs très intéressants d'ailleurs draftés. Et le Buster Posey Award a été obtenu par Caden Bodin. En termes de pitching, on a eu bien sûr le Jake Knapp qui a fait une grosse saison avec UNC, avec North Carolina. Mais on a eu quand même des gros pitchers. Je rappelle Kade Anderson, Jamie Arnold, Liam Doyle qui a fait une grosse saison avec Tennessee après avoir transféré de Ole Miss. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de joueurs très intéressants à regarder. Et bien sûr, puisque j'ai parlé de Kade Anderson, on va rappeler que c'est lui, le College World Series Most Outstanding Player, le starting pitcher de LSU, qui a été quand même déterminant, bien entendu, dans l'obtention du titre pour LSU. LSU, pour complètement finir avec cette rétrospective, est clairement sur un fait historique, puisque sur la période, on va dire, moderne, l'ère moderne du baseball universitaire, donc on va commencer à partir de la fin des années 80, c'est l'équipe la plus titrée du college baseball. Là, en 2023, il remportait un 7e titre, en 2025, il remporte un 8e titre, de mémoire, peut-être c'est 6 et 7 ou 7 et 8, je ne me rappelle pas exactement, je ne vais pas vous mentir. Mais ils ne sont plus si loin que ça des 12 titres, un record de USC qui ont réussi cette chose-là sous Rod Dedeaux, j'en avais parlé bien entendu, dans les années 70 notamment. Donc voilà, LSU va pouvoir repartir à la chasse pour tenter de garder son dû, son bien, ça va pas être si simple que ça, il y aura encore une grosse concurrence rien que dans sa conférence, mais surtout ce qui est intéressant et excitant, c'est que on part sur une année 2 de Rintaro Sasaki, avec bien sûr plus de connaissances, peut-être plus d'habitude, et on va voir ce qu'il va pouvoir donner. On part aussi sur des freshmen très intéressants et très intrigants, dont on va reparler quand je vais faire les previews. Et donc, je dis tout ça pourquoi ? Pour vous dire que, encore une fois, restez pas très loin, même si vous ne suivez pas au jour le jour le college baseball, ça me fait plaisir de vous en parler, et si ça peut vous donner un peu de contexte derrière les jeunes joueurs qui seront les futurs joueurs MLB de demain, voilà, restez à l'écoute. On va bien sûr parler de draft dans les semaines qui viennent, on va se faire un petit premier très early top 10 des joueurs universitaires à suivre pour la prochaine draft par exemple. Et bien sûr, alors que la saison sera sur le point de reprendre, on aura eu le temps normalement de pouvoir faire nos previews. On va voir un peu le format, est-ce que j'aurai le temps de faire comme la saison dernière, c'est-à-dire vous faire des previews de chaque conférence. Ça paraît un peu lourd cette année puisque j'ai beaucoup plus de responsabilités au niveau du boulot, ce que je voulais bien sûr, pour parler un peu de ma vie, c'est exactement ce vers quoi je tendais, mais forcément ça m'enlève un peu de temps sur le podcast. Mais dans tout le cas, vous aurez quand même des previews, on va dire, de la meilleure manière possible, la plus exhaustive possible en fonction bien sûr de mes capacités et de mon temps libre. Voilou, on va faire une petite respiration musicale et ensuite on va partir sur un autre sujet. Alors, le deuxième sujet va pas être très long, c'est juste une petite parenthèse. Vous le savez, le sport, et notamment le baseball, a quelque part une histoire avec la science, pour faire simple. Il y a eu des remous, il y a eu des sortes de « je t'aime moi non plus »,
il y a eu pas mal de choses entre des gens qui voulaient garder une approche bien plus naturelle, bien plus instinctive du sport, et l'émergence des data et toutes ces métriques statistiques qui ont permis de créer des pipelines de développement. Pourquoi je parle de ça rapidement? Vous n'êtes pas sans savoir que voilà, la data a pris de plus en plus de place dans les programmes MLB. Je pense notamment côté Dodgers, on a bien sûr ce système de développement qui est quand même reconnu et qui a été encore une fois, on va dire, comment je peux dire ça, récompensé entre guillemets du fait de ce qu'ils sont capables de faire en termes de développement de joueurs et notamment de pitchers. Pourquoi je parle des Dodgers? Puisque si je dis pas de bêtises, parmi les Dodgers, le directeur assistant, on va dire ça, ouais, c'est ça, le directeur assistant de, vous savez, du développement de joueurs, c'est un des fondateurs de Kinect Pro. Kinect Pro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une de ces, pour faire simple, vulgariser vraiment au plus simple, c'est une de ces boîtes qui sont à fond façonnées par la data, par les métriques, par les stats et les stats avancées pour permettre de vous donner les résultats les plus accurate et temps réel possible pour que vous puissiez construire et développer vos joueurs. Ça va des outils de visualisation, des courbes, des graphes, beaucoup de valeurs ajoutées par rapport à la data. Moi, ça m'intéresse beaucoup puisque, pour ceux qui ne le savent pas, moi, mon boulot, en fait, à la base, je suis un data ingénieur. Donc, ingénieur données. Donc, je mets en place des systèmes et des pipelines qui vont permettre de pouvoir ingérer, travailler et déposer la donnée pour que des data scientists ou donc des statisticiens puissent travailler dessus. Et donc, ces statisticiens vont ensuite travailler de concert avec, justement, ces programmes de développement au niveau, par exemple, MLB, pour pouvoir récupérer les données dont ils ont besoin et en faire des profils intéressants pour pouvoir développer les joueurs. Mais pourquoi surtout j'ai envie de parler de ça? C'est parce qu'au niveau du college baseball, on a vu de plus en plus, bien sûr, cet attrait pour la data, mais pas que, carrément pour pouvoir proposer même des systèmes, des modèles et profiter en fait du fait que ça soit du sport universitaire. Donc qui dit sport universitaire dit qu'on est à l'université. Et notamment pour les universités de sciences, l'idée c'est de pouvoir proposer toujours plus d'innovation via des hackathons, via des différents projets que vous faites ou des projets de recherche que vous faites au sein de vos études. Et en mélangeant un peu tout ça pour des facs réputées, des facs un peu élites, je lisais d'ailleurs un article qui parlait de ça par rapport au programme de la ACC. Eh bien, on voit de plus en plus cette relation encore plus fusionnelle entre les départements recherche d'une fac et donc le département sportif de cette même fac, quel que soit le département athlétique en soi. Et on voit surtout un gros investissement des forts programmes ACC dans ces technologies de development player, on va dire. Il y avait d'ailleurs un séminaire qui avait fait beaucoup parler, je pense que c'était en 2024, ou 2023 ou 2024, avec Wake Forest. Wake Forest, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont eu notamment en 2023 Rhett Lauder, ils ont eu en 2024 qui venait de Tennessee, Chase Burns, et en général, là je vous fais que du name dropping, mais en général, depuis quelques saisons, ils sont carrément primés et reconnus pour leur savoir-faire en termes de développement de pitcher. Eh bien, ils étaient allés à ce séminaire, enfin, ils avaient fait un séminaire de player development, donc en 2024, où ils parlaient en fait non seulement entre intervenants au niveau universitaire, mais également coordinateurs au niveau de la MLB. Et donc, c'est pourquoi je parlais des Dodgers, parce que ce fameux directeur assistant du côté des Dodgers faisait partie un peu des intervenants à ce niveau-là. Et donc, là où je vais, c'est tout simplement pour dire qu'on est dans une ère où les data, la science, la technologie sont carrément au cœur du développement même de certains programmes. Donc là, c'est des programmes ACC, mais des programmes de baseball au niveau universitaire. Et qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi c'est intéressant? Puisque au niveau universitaire, déjà, on n'a pas les mêmes règles qu'au niveau professionnel. On a des facilités, entre guillemets, que n'ont pas les joueurs professionnels. Je pense par exemple au bat métallique, juste pour parler d'une chose aussi triviale, entre guillemets. Mais surtout, ça pourrait devenir en fait des sortes de crash test n'est pas un bon mot, mais des sortes de samples ou étalons en fait pour les coordinateurs, les scouts, les dirigeants MLB, afin de pouvoir un peu
les utiliser en tant que sandbox. L'idée serait là en fait de continuer à développer ce qu'ils ont à développer au niveau MLB, mais de pouvoir profiter aussi de ce qui se passe, de cette connexion beaucoup plus proche entre bien sûr l'aspect scientifique des universités elles-mêmes et leur aspect athlétique, pour pouvoir un peu voir ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de moins bien, tous les POC, donc les Proof of Concept, qu'ils peuvent en sortir pour encore plus intégrer la science au cœur, bien sûr, du développement des joueurs. Je dis pas tout ça pour faire l'apologie de la science, c'est-à-dire que voilà, la science doit être la réponse pour le sport. C'était juste la petite parenthèse dans le sens où je trouve très intéressant que l'on voit le college baseball comme une sorte de porte-étendard de ce genre de choses et qui pourrait entre guillemets encore plus inspirer le milieu professionnel. Donc voilà, c'est pourquoi je voulais en parler très rapidement. Je sais pas d'ailleurs si ce genre de crossover, entre guillemets, même si c'est pas un crossover parce que c'est la réalité, mais ce genre de choses vous intéresse, on pourrait parler un peu plus en détail de ce genre de choses, moi ça m'intéresse pas mal. Voilou. Pour la dernière partie de ce podcast, j'ai envie qu'on se prenne pas la tête, qu'on se fasse plaisir. En tout cas, moi je vais me faire plaisir. J'espère qu'il en ira de même pour vous, pardon. Ça paraît un peu égoïste parce que je vous demande pas votre avis là-dessus, mais d'ailleurs, encore une fois, avant de commencer sur cette dernière partie, n'hésitez vraiment pas à me faire vos retours ou à me dire un peu me proposer des sujets qui vous intéresseraient dans le domaine ou aux alentours de la sphère un peu college baseball par exemple. Ça pourrait même un peu dériver plus sur la MLB ou la NPB, la KBO, pourquoi pas la World Baseball Classic qui arrive là en février 2026 si je dis pas de bêtises. Février-mars, ça va être la folie. Malheureusement cette année d'ailleurs je pense pas que je pourrais aller à Miami comme j'ai fait en 2023. Et d'ailleurs si vous voulez voir des images de la World Baseball Classic 2023 parce que je fais ma promo, vous pouvez aller voir ça sur YouTube, sur le Homera, même sur mes réseaux sociaux, d'avoir encore des images, des vidéos, des photos qui restent. C'est un peu une trace de mon passage remarqué et remarquable lors de la World Baseball Classic 2023 qui a été quand même assez exceptionnel, on va pas se mentir. Bref, donc revenons à nos moutons, j'aime bien un peu dériver, mais j'ai envie de faire un sujet un peu sympa. On va parler un peu de famille baseball, c'est un peu au sens large. On va parler de ces familles qui ont eu une empreinte dans les différentes strates, les différents niveaux du baseball, que ce soit lycéen, universitaire, MLB, etc., etc. Ça va être un peu une façon pour nous de conclure l'année gaiement et tranquillement, en pourquoi pas rappelant pour certains d'entre vous ou à certains d'entre vous des noms qui vous disent peut-être quelque chose individuellement, mais vous vous rappelez pas peut-être que un tel était le cousin d'un tel ou le frère d'un tel ou est le père d'un tel et il a aussi eu une belle carrière. Et ça peut être assez marrant aussi de décortiquer certains, par exemple managers, je pense à un manager en particulier qui ne fait pas l'unanimité, mais qui en termes d'impact dans le baseball américain en général, lui et sa famille ont quand même eu un impact à ne pas sous-estimer en tout cas. Donc on va arrêter d'en parler, on va arrêter de tourner autour du pot. Je vais vous présenter en fait quelques joueurs, quelques familles de joueurs qui ont contribué au niveau baseball aux États-Unis notamment, et ça va être assez intéressant de voir un peu ces noms-là. Alors, le premier, on va dire, la première famille dont je vais te parler, ce sont bien sûr les Griffey. Vous connaissez certainement Ken Griffey, ou Kenneth Griffey Jr., Hall of Famer, bien sûr, en 2016, si je dis pas de bêtises, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été introduit, mais dès son éligibilité, c'était un first ballot d'ailleurs. Je rappelle vite fait sa carrière. 13 fois All-Star, tout simplement, MVP de la American League en 97, 10 fois Gold Glove, 7 fois Silver Slugger. Il a été aussi Comeback Player of the Year en 2005 du côté de la NL. Il a été plusieurs fois Home Run Leader, RBI Leader. Bien sûr, il est dans le Hall of Fame des Seattle Mariners, Hall of Fame des Cincinnati Reds et Hall of Fame tout court. Voilà. C'est quelqu'un quand même qui a fini sa carrière en frappant 630 home runs. C'est pas un petit nombre, loin de là. Il est pas si loin que ça des grosses marques historiques, des plus grosses marques de l'histoire. Donc, Kenneth Griffey, Junior, je sais pas pourquoi je veux mettre un hit à Griffey, parce
que c'est Griffey. Bref, a eu un papa, bien sûr. Son papa, Ken Griffey Sr., était aussi une personnalité très connue dans le monde du baseball. Lui aussi a eu une très très bonne carrière d'ailleurs. Et voilà, c'est le premier duo dont j'allais te parler, hein, père et fils. Je rappelle quand même que le papa, c'était pas n'importe qui comme je l'ai dit. Il a été 2 fois champion en termes de World Series avec la fameuse grosse équipe des Cincinnati Reds. À chaque fois j'oublie le surnom, mais c'est la Big Red Machine, un truc comme ça. Euh, il a également été 3 fois All-Star. Il a été donc voilà, un membre éminent et important de différentes équipes pour lesquelles il a joué. Et d'ailleurs, il a fini sa carrière en jouant des matchs avec son fils, puisqu'il a été en 90 jusqu'à 91 du côté des Seattle Mariners, comme son fils, comme vous le savez. Voilà, c'est la première famille dont je voulais parler rapidement. C'est peut-être la famille la plus connue, si on veut parler de familles qui ont compté. J'ai envie de contrebalancer avec une famille qui pour le coup a eu plusieurs membres, peut-être pas des Hall of Famers, mais plusieurs membres très importants. C'est la famille Boone. Et pourquoi je parlais de managers qui ne font peut-être pas l'unanimité, mais qui ont quand même contribué en termes de individuel et en termes de famille dans le baseball, tout simplement parce que je vais parler en fait d'Aaron Boone. Et Aaron Boone, il a lui avec des membres de sa famille, on va dire impacté ce fameux baseball. Et là, on va quand même sur 3 générations, puisqu'on va parler de Ray Boone, bien sûr, infielder de son état, puis après il y aura eu donc son fils Bob et ses petits-fils Brett et Aaron. On va commencer par le grand-papa, tout simplement, Ray Boone. Ray Boone a donc eu un impact en MLB dès son arrivée en 1948. Alors, il faut le savoir, lui, il avait signé son premier contrat avec les Indians en 42, un premier contrat pro. Le truc, c'est qu'il s'est bien sûr engagé au niveau de la Seconde Guerre mondiale, il s'est engagé du côté de la Navy. Et donc, il n'a pas du tout eu de carrière avant que la guerre se termine. Quand il revient, il va faire un peu de minor league et compagnie. Puis ensuite, il va pouvoir vraiment commencer sa carrière MLB, donc du côté des Indians en 48. Et mine de rien, on va pas faire long sur sa carrière, mais ça aurait été une carrière solide. Il a été 2 fois All-Star, il a été champion donc en 48 bien sûr avec les Indians. Il a été aussi le leader du nombre de points produits en 1955 du côté de l'American League. Donc voilà, il a commencé en 48, vous notez bien 48, donc ça fait presque 80 ans. Et entre son fils et ses petits-fils, c'est-à-dire que pendant 80 ans, on a au moins un Boone en MLB, tout simplement. Maintenant, dans la famille Boone, on part à la génération suivante, donc le papa de Aaron et Brett Boone. Je parle bien sûr de Bob Boone, en fait, Robert Raymond Boone. Lui aussi a une très belle carrière en MLB. Avant d'arriver en MLB, il était du côté de Stanford, donc l'université de Stanford. Il va être drafté en MLB en 69, si je dis pas de bêtises. Et il aura donc une carrière en MLB entre 72 et 90. C'est un receveur qui aurait été d'ailleurs qui aurait une carrière très très solide, voire même très bonne. Je rappelle, il a été 4 fois All-Star. Il a gagné les World Series avec les Phillies. Il a été 7 fois Gold Glove winner, on va dire. Et donc il est au Philadelphia Phillies Wall of Fame, c'est un peu leur Hall of Fame à eux. Il n'est pas Hall of Famer, mais en tout cas il aura aussi marqué de son empreinte la MLB, puisque au-delà de son activité en tant que joueur, il aura aussi été manager, et ça c'est beaucoup plus contemporain de nos époques, puisque il a été manager des Kansas City Royals au milieu des années 90, 95 à 97, et ensuite du côté des Cincinnati Reds de 2001 à 2003. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à noter. C'est un peu pour moi la preuve qu'une famille en fait peut vraiment avoir un impact pour le coup dans la MLB sans avoir un joueur purement star. Mais on va quand même parler des 2 fistons, Brett et Aaron. On va essayer de faire ça un peu ensemble et en même temps surtout. Honneur à l'aîné rapidement, Brett Boone, né en 69, lui aussi carrière solide en MLB, 3 fois All-Star, 4 fois Gold Glove, 2 fois Silver Slugger. Il a été aussi le leader du nombre de points produits en American League en 2001.
Il a joué pour pas mal de franchises, les Seattle Mariners, Cincinnati Reds, Atlanta Braves, avec lesquels il aurait pu imaginer de très très belles choses. Ou c'est ça, imaginer de très très belles choses. San Diego Padres, Seattle Mariners de nouveau, et il a fini sa carrière en 2005 chez les Twins. 252 home runs quand même sur sa carrière, ce n'est pas rien, avec une moyenne à la batte en carrière de presque 270, ce qui est pas mal quand même, il ne faut pas non plus minimiser tout ça. Et le cadet, Aaron Boone, que les fans des Yankees portent moyennement dans leur cœur en tant que manager, mais qui a quand même eu un fait marquant en tant que joueur, on se rappelle tous, enfin, moi je dis on se rappelle, mais les façons de parler, c'est ce que j'ai vu plus tard pour le coup, mais de son fameux walk-off, c'était quoi, c'était en 2003, lors de la ALCS de mémoire, c'est quelque chose comme ça, c'est un peu son fait marquant, son walk-off home run en 2003, lors des ALCS. Malheureusement en 2003 ils vont perdre face à une équipe surprise, qui aime bien gagner des titres surprises, les Miami Marlins ou Florida Marlins, vous l'avez bien compris. En tout cas, en termes de carrière universitaire, je vous dirais carrière MLB, pardon, c'est un joueur qui aura été une fois All-Star d'ailleurs, en 2003. Il n'aura peut-être pas eu les stats de son grand frère, il terminera avec 126 home runs, 555 points produits, une moyenne à la batte de .263, c'est pas si loin que ça en termes de moyenne à la batte par rapport à son frère. Mais il aura eu quand même des choses qui font qu'il reste gravé dans certaines mémoires en tant que joueur. C'est un joueur solide à défaut d'être incroyable. Mais voilà, le lapsus est révélateur. Je voulais parler rapidement de son parcours universitaire, puisqu'il a été du côté de USC. Et son grand frère aussi a été du côté de USC. Et si vous vous rappelez bien, USC, c'est la fac la plus titrée du collège baseball. Bon, quand eux ils sont allés, USC était déjà sur une pente descendante, mais arrivait quand même à toujours faire des coups de ci et de là. Donc voilà, c'est pourquoi je voulais rapidement aussi parler des deux fistons. Et donc, entre le grand-père et son début de carrière en 48, et les petits-fils, dont Aaron Boone qui est toujours présent, et en plus les jeunes, je pense à 73 Aaron Boone de mémoire. Donc on va lui espérer d'avoir une longue vie, mais en tout cas je veux dire par là qu'il a encore le temps d'impacter la MLB. On est sur quasiment 80 ans d'impact, entre guillemets, au niveau du baseball, du plus haut échelon du baseball américain. On va parler d'une famille, d'un duo père-fils dont la synergie, la symétrie est bien sûr narrée à chaque fois. Je parle bien sûr des deux Fielder, Cécile le papa et Prince l'enfant. Prince qu'on a vu beaucoup plus récemment, il est beaucoup plus contemporain de notre époque. Mais on va commencer rapidement par Cécile. Il a été donc joueur MLB de 85 à 98, mais il a eu un petit stint au niveau de la NPB, je pense que c'était en 89. Tout ça pour dire que sur sa carrière MLB, qui est quand même assez importante, parce qu'il finit en 98, il aura été 3 fois All-Star, il aura gagné les World Series avec les Yankees en 96, il aura été 2 fois Silver Slugger, 2 fois AL Home Run Leader, 3 fois AL RBI Leader. On va parler un peu plus de ses stats tout à l'heure qu'on va mettre en comparaison avec son fils très rapidement, mais au niveau du collège baseball, il a été au niveau de UNLV. UNLV, c'est l'Université of Nevada à Las Vegas, une université qui a été connue notamment au niveau du basket, surtout à partir des années 80, fin des années 80. Mais il a su faire son trou et mettre un peu cette fac sur la carte en termes de baseball pendant son passage là-bas. C'était au début des années 80 pour le coup. Et donc de son côté, Prince Fielder, alors on va rappeler quand même rapidement son pédigré. 6 fois All-Star, 3 fois Silver Slugger, Hank Aaron Award, meilleur joueur offensif, Comeback Player of the Year en 2015, NL Home Run Leader en 2007, etc. Chez les Brewers, il a été un des moteurs des Brewers des années 2000, deuxième partie des années 2000 bien sûr. Et pourquoi je voulais parler pour finir, bien sûr il y a beaucoup d'autres familles, les Ripkens, les Bonds, etc. Mais j'ai envie de faire ça
voilà, on aura justement le temps de parler d'autres familles plus tard, si l'envie me vient ou l'idée me revient en fin d'année 2026 par exemple. Même les Guerreros, si on veut parler des Guerreros, hein, les Tatis, les Bichettes, les Biggio, etc., etc. Mais bref, pour finir avec les fielders, pourquoi je voulais parler d'eux rapidement, c'est bien sûr pour la symétrie dans les nombres. Et oui, euh, ils sont connus pour la symétrie, cette symétrie incroyable qu'on a au niveau de leur stats de baseball, puisque leur total de home run est de 319, les deux. Les home runs frappés par manche se matchent également. Alors si je me rappelle bien, je vais retrouver la fiche, je l'avais noté. 49 home runs dans la quatrième manche, 29 dans la cinquième, 18 dans la neuvième, ce sont des chiffres qu'ils ont en commun. Ils ont 97 home runs frappés quand il y avait 2 outs, donc exactement le même nombre également ici. Ce sont les deux, enfin c'est le seul duo père-fils avec plusieurs saisons à au moins 50 home runs, et oui. Donc voilà, c'était des petites choses dont je voulais parler parce que je trouvais que c'était très intéressant de, de voir ce genre de chiffres, de nombres. Pour finir un peu ce podcast et donc cette saison 2025. Alors encore une fois, je le sais, à partir du moment où la saison pas MLB, la saison universitaire se termine et ensuite la draft également se termine, c'est toujours un peu plus mou, un peu plus cool, un peu plus tranquille en termes de période pour parler de college baseball. C'est pourquoi je fais moins d'épisodes comme d'habitude. Mais ce que je trouve intéressant, et je vous remercie beaucoup, c'est d'avoir vu qu'en termes de statistiques, si on parle purement de vues, ou d'écoute en tout cas, sur la partie podcast, j'ai vu que ça s'est régulièrement, enfin, que ça a été régulé, pardon. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours ce même nombre à peu près de gens qui ont écouté. Donc vraiment, merci pour le suivi. Ça prouve que même si je dis des bêtises, en tout cas ces bêtises sont écoutées. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais blague à part, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de continuer à parler de college baseball, et pas que de college baseball, de baseball en général. 2026 arrive, comme je l'ai dit, de plus en plus de responsabilités professionnelles. On va dire qu'entre guillemets je monte en grade et j'espère monter encore plus en grade, ce qui va aussi me donner de moins en moins de temps pour pouvoir faire tout ça. Mais je vais quand même continuer d'essayer de faire au mieux, j'ai pas envie d'arrêter. J'espère juste que si la fréquence se réduit, je vais pas vous perdre. Je pense pas que ça soit le cas, vu ce que, comme j'ai dit, cette régularité sur les derniers épisodes ou les derniers mois d'épisodes, malgré le fait qu'il y avait moins d'épisodes que voilà pendant la période faste de la saison universitaire. Dans tous les cas, on va se retrouver en 2026 pour les previews. Preview de la saison, preview joueur, preview draft, comme on a fait chaque saison. Peut-être le format va être un peu différent, comme j'ai dit, pour que je puisse vraiment intercaler tout ça entre un début d'année qui va être très chargé. Il y a la World Baseball Classic aussi qui arrive, donc je vais voir également si j'ai pas pour idée d'en parler. Et si jamais il y a une surprise et qu'au dernier moment j'arrive à me libérer pour pouvoir aller à Miami comme la dernière fois, ça me paraît très compliqué. Dans tous les cas, merci encore une fois, merci pour le suivi, les interactions, les partages, les écoutes. Juste le fait de savoir qu'il y a des gens qui écoutent, ça me fait un plaisir fou, vous n'avez pas idée. Et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, à l'avance une bonne année 2026, puisqu'on ne va pas se retrouver avant le début de cette année 2026. Pour finir, j'en parle, j'ai l'impression que c'est une sorte de bérésina, mais j'ai sorti en format audio pur, en format podcast, la future vidéo sur ce premier épisode des Negro League. Alors comme j'ai dit, il y a du montage à faire, mais j'ai du mal à trouver vraiment les images que j'ai envie de mettre en place. Et comme j'ai dit, comme j'ai pas beaucoup de temps, le montage c'est une des choses qui prend le plus de temps au final quand on fait une vidéo sur YouTube. Enregistrer sa voix au final c'est très rapide par rapport à la partie montage. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va sortir pour être honnête. J'espère en tout cas que rien que d'avoir pu écouter en version audio, ça vous a permis de vous immerger un peu dedans. Et si je vois que ça vous intéresse, je vais continuer à faire d'autres épisodes de ci et de là, qui normalement seront aussi des vidéos YouTube en fonction de ma capacité à pouvoir faire du montage, tout simplement. Je sais, ça semble un peu paresseux, mais c'est vraiment que voilà, j'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps, donc je m'en excuse. En tout cas, un petit voilou pour clôturer 2025 au niveau de Warzone. Je vous souhaite le meilleur, je nous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.